Bonjour et merci pour ce nouvel atelier du CX Summit. Aujourd'hui, on va parler d'accompagnement, de conduite du changement et en particulier en quoi ce sont des clés de voûte de la réussite d'un projet de centre de contact. Alors aujourd'hui, j'aurai donc deux invités exceptionnels et je suis vraiment ravi d'accueillir Christelle Loitron de Stellian, donc qui est un de nos clients qui a été équipé tout récemment, près de 400 agents équipés de la solution Eloquent. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les facteurs clés de la réussite donc, de ce projet de centre de contact. Et en particulier, on va faire un focus sur la partie accompagnement et gestion du changement. Avec moi, j'ai la chance de recevoir Pierrick Chenal, notre directeur des services. Alors, tu peux juste te présenter en quelques mots. Après, donc Christelle nous présentera plus en avant Stellian, mais je pense que si on ne connaît pas ta fonction chez Eloquent, qui est une fonction clé. Tout à fait. Donc Pierrick, je suis directeur du département Customer Experience d'Eloquent. Donc c'est le département qui va accompagner et assurer le déploiement de toutes nos solutions auprès de nos clients. Voilà. Ah bah justement, c'est le sujet. Alors, Stellian, tout le monde ne connaît pas Stellian, pourtant, je suis sûr qu'il nous est arrivé à un petit moment de faire appel ou d'avoir quelqu'un de Stellian qui nous a aidés ou accompagnés. Alors, qui est Stellian? Parce que nous, on s'est dit, c'est le leader au service des assurances, mais qui est cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait qui agit dans l'ombre? Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici pour parler de l'accompagnement, qui est un de mes sujets de prédilection. Stellian, comme vous le disiez, est le leader des services aux assurances. Et le groupe Stellian accompagne depuis plus de 30 ans donc, la gestion des risques et des sinistres pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Donc effectivement, beaucoup d'entreprises font appel à Stellian sans le savoir. On travaille de l'expertise aux solutions. On intervient sur toute cette chaîne du risque, donc en conseil et prévention, en gestion déléguée, en investigation et en réparation en nature, et bien sûr autour de l'expertise. Donc de la fuite d'eau à l'explosion de AZF par exemple ou autre. Nous, on est implanté donc en France et on a un partenariat à l'international avec Crawford. Donc Stellian, c'est 2800 collaborateurs, 280 millions de chiffre d'affaires, 140 implantations en France et plus de 350 000 dossiers gérés par an. Ouais, donc quelque part, il y a de fortes chances qu'on ait eu affaire à vous à un moment donné. Tout à fait. Alors justement, vous êtes entre guillemets primo-accédant de la solution de centre de contact. C'était un projet qu'on a mis en place l'année dernière, en plus dans un contexte pas facile qui était le contexte du Covid. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous donner quelques informations sur les facteurs clés de la réussite d'un projet de mise en place d'une solution de centre de contact, donc la partie accompagnement et les choses un petit peu plus générales? Quels sont pour vous les conseils essentiels qu'on doit donner à une personne qui veut mettre en place une solution de centre de contact? Ah ben, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, ça va prendre quelques minutes. Donc, l'accompagnement est clé déjà. Hein. L'accompagnement lors de la mise en place d'une solution de centre de contact, hein, comme d'ailleurs l'accompagnement d'un projet en général, hein, c'est un des facteurs clés de succès, donc essentiel à la réussite d'un projet et nécessaire à toutes les phases du projet et dans différentes et à plusieurs niveaux. Hein, ça, on l'oublie souvent, mais j'aime bien le rappeler. Et puis surtout, on avait échangé un peu sur l'aspect anticiper les choses. Exactement, exactement. Donc, bien trop souvent, on minimise cet accompagnement, on l'utilise comme une variable d'ajustement du coût d'un projet, et c'est une erreur qu'on paye cher après. Et la réussite donc d'un projet commence avec l'accompagnement dès le démarrage, tout démarrage du projet, dès la phase de cadrage. Donc, j'utilise souvent l'expression « éviter de faire du neuf avec du vieux », ouais. De reproduire ce qu'on a déjà en place avec d'anciennes solutions. Et on croit que mettre une nouvelle solution, ça va être la panacée. Eh bien non, si on n'y travaille pas, si on ne se fait pas accompagner, si on ne repense pas ces process, ces procédures, avec la mise en place d'une nouvelle solution parce qu'on ne prend pas d'accompagnement, eh ben c'est difficile de réussir. En tout cas, on ne bénéficiera pas de la solution dans son entièreté. Enfin, voilà. Alors qu'on s'était dit d'abord, c'est
en amont réfléchir vraiment à son appel d'offres, à ce qu'on veut faire. Donc c'est faire vraiment un inventaire des besoins, c'est ça ce que vous avez fait? Oui, alors tout à fait. Le démarrage de l'accompagnement, pour moi, commence à ce moment-là. Donc c'est bien de se faire accompagner d'un prestataire externe, neutre, indépendant de la solution qu'on va choisir, pour formaliser donc l'expression de besoins, pour définir les exigences qu'on va vouloir mettre en place, pour réfléchir, comme je disais, à la transformation de ces process, à la digitalisation qu'on va pouvoir apporter avec ces nouvelles solutions, l'automatisation, pour encore une fois pas refaire du neuf avec du vieux. Voilà. Et donc ça nécessite donc tout un travail. Donc comme je disais, donc dès le départ, se faire accompagner aussi sur la partie appel d'offres, hein, le RFI, RFP, pour pouvoir présélectionner les entreprises avec lesquelles auxquelles on va soumettre cet appel d'offres, trouver la bonne solution qui soit la bonne taille d'entreprise, qui soit adaptée aussi à son propre contexte. Être accompagné lors des soutenances aussi pour faire les bons choix sur tous les aspects, parce que souvent on est sur le fonctionnel, mais il ne faut pas oublier aussi les aspects techniques. Il ne faut pas oublier qu'il y a le build, la construction de la solution, mais il y a surtout dans la durée le run. Ouais, Hein, et réussir le build a une durée finie dans le temps, le run, il dure plus longtemps. Donc j'insisterai aussi sur le run. Un projet ne se termine pas à la mise en production. Oui, exactement. Et Alors justement, ça, on parlera de ce fameux accompagnement derrière, quand il faut ajuster la solution, mais également la faire évoluer au quotidien, cette partie transformation et gestion de la formation des équipes. Et donc, un projet qui serait mal défini, dont les exigences ne sont pas bien définies, le risque, c'est de faire, défaire, refaire et d'exploser les coûts. Donc en fait, l'investissement qu'on fait au départ dans l'accompagnement, la qualité du cadrage, le choix de la bonne solution adaptée à ses besoins, parce qu'on a bien défini ses besoins, c'est vraiment une économie qu'on ne voit pas, mais une économie réelle pour la suite. Ouais, c'est ce que vous avez fait, vous avez pris un consultant externe que vous avez accompagné uniquement sur cette partie cahier des charges. Et ensuite, après, donc, vous avez aussi fait un tour complet des métiers pour définir les besoins exacts. Et ensuite, vous m'aviez dit, c'est soit on a la fonction, soit on ne l'a pas. C'était vraiment important de le cadrer. Oui, alors la difficulté qu'on avait dans le groupe Stellian, comme vous avez vu, Stellian, c'est beaucoup de métiers. On a racheté beaucoup de sociétés et assez récemment. Donc, on n'est pas monométier. Donc, c'était extrêmement important pour nous de faire un cahier des charges en allant interviewer tous nos clients internes pour pouvoir définir un besoin global et pouvoir trouver une solution qui s'adapte à nos différents clients internes qui ont des besoins bien sûr différents les uns les autres. Donc ça a été un véritable challenge, hein. Ça n'a pas été simple, hein, puisque les besoins sont quelquefois assez différents. Mais on y est arrivé et vraiment là l'accompagnement d'un prestataire externe qui connaît les solutions de centre de contact, qui connaît donc les fonctionnalités qu'apportent ces solutions, a permis de faire matcher le besoin avec les possibilités qu'offrent les produits, et ça nous a permis aussi de rapidement faire un pré-choix sur quelques solutions du marché. Voilà, et donc d'arriver assez rapidement au choix des locants. Alors, si vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement, donc avec un consultant, vous avez aussi dit, lorsqu'on a préparé cet entretien, qu'il fallait trouver aussi un prestataire, donc un éditeur ou un intégrateur, qui ait aussi cette notion d'accompagnement. On n'achète pas une solution sur boîte et on le met en place. Pour vous, vous m'avez dit que cet aspect conseil était un élément clé de la réussite du projet. Alors, vous avez parfaitement raison. Je ne peux qu'appuyer ce que vous dites. Hein. Un outil out of the box, en général, on le regarde et c'est pas utilisable en l'état. Et donc,
l'intégrateur a un rôle clé dans la mise en œuvre du projet. Donc c'est une autre forme d'accompagnement, effectivement. Là, une fois qu'on a choisi l'outil, l'accompagnement se fait avec l'intégrateur et non plus avec le prestataire. D'ailleurs, la prestation s'est naturellement terminée une fois l'appel d'offres réalisé avec notre premier prestataire. Et là, donc, c'est Eloquent, en l'occurrence, puisque un des avantages que nous avons vu dans le choix d'Eloquent, c'est qu'Eloquent était éditeur et intégrateur. Pour nous, ça, c'était une force. Alors, pourquoi? C'est pas vrai dans tous les contextes, mais par rapport à notre taille, on est une ETI. Donc, pour nous, c'est important de limiter le nombre d'interlocuteurs et d'éviter les ping-pong entre l'éditeur et l'intégrateur. Oui, c'est pas moi, ça doit être dans la roadmap, c'est pas moi qui choisis, on doit faire les contraintes. Surtout dans la phase d'un primo-accédant comme vous, où il est vraiment important d'être en direct avec l'éditeur pour vraiment discuter et adapter les fonctionnalités si besoin pour l'adhésion de toutes les équipes d'entrée. Donc pour nous, ça c'était vraiment un plus qu'apportait Eloquent d'être éditeur et intégrateur et d'avoir un seul interlocuteur pendant toute la durée du projet, un SPOC comme on dit, un Single Point of Contact, ou un point d'entrée unique. Et ça, donc c'était un choix au départ. Et dans la réalisation du projet, on en a vu tout le bénéfice. On en a mesuré vraiment tout le bénéfice d'avoir une personne sur laquelle s'appuyer, qui connaît et la solution et qui a géré toute l'intégration. Ça a été vraiment un réel plus. Alors, je crois qu'on a aussi parlé de la gestion des hommes, la conduite du changement. C'est un petit peu le sujet. Comment vous avez géré? Vous m'avez dit que c'était super important d'avoir le bon pilote dans l'organisation. Comment vous avez géré cet aspect transformation et gestion de projet à l'intérieur avec le choix de la personne, la bonne personne? Alors, d'une part, mettre en place des newsletters, de l'information interne pour pouvoir communiquer. Alors, je crois que d'ailleurs, on a même un exemple là à l'écran de la newsletter interne. Arrivé à l'écran. Donc, vous avez donc cet aspect communication. Donc, communication interne déjà, pour commencer à sensibiliser, expliquer ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire. Voilà. Donc, ça, c'était important. Après, c'est d'avoir toute une équipe, alors une équipe donc externe à travers donc l'intégrateur qui va nous aider qui va customiser, adapter la solution à notre besoin, qui connaissant le produit va nous permettre de la mettre en place en standard et éviter des développements spécifiques qui peuvent partir dans tous les sens, parce que l'utilisateur, ne connaissant pas la solution, il fait son expression de besoin par rapport à ses propres besoins. Et souvent, on trouve finalement, en lui montrant, donc faire des démos du produit, voir des POC, des prototypes, ou même parfois, je sais que Pierrick nous le dit des fois, il faut dire au client, non mais ça c'est peut-être quelque chose à faire, mais par contre il vaut mieux éviter de faire certaines choses, et parce qu'on pourrait très bien le faire dans le produit, mais finalement vaut mieux éviter. Oui, c'est ça, toute la phase de conseil qu'on peut apporter pour essayer de faire matcher les besoins du client avec les fonctionnalités. Pourquoi c'est pas dans un but de moins avoir de travail et moins développer des choses. C'est simplement après, dans une solution stack, pour bénéficier de toutes les autres évolutions produits, quand vous allez être sur des fonctionnalités spécifiques, on voit que c'est très compliqué après de monter de version sans rajouter des coûts supplémentaires à chaque montée de version. Et ce qui est compliqué dans un contexte comme le vôtre aussi, c'est le fait d'être multimétier. Donc multimétier, multi-besoins. Et le travail que vous avez fait, qui a été judicieux, c'était vraiment d'essayer de centraliser les besoins, d'essayer de faire matcher les besoins dans un seul et même sens pour avoir une seule et même solution. Le risque, c'est d'avoir une solution pour ce métier-là, une solution pour ce métier-là, et qu'au final, ça soit plus du tout efficace et plus de logique globale de centralisation. Tout à fait. Donc, alors ça, c'est vraiment un exercice extrêmement difficile, mais important, de bien comprendre, donc d'avoir des équipes externes qui connaissent le produit et comment le mettre en œuvre, qui connaissent bien toutes ses fonctionnalités, d'avoir en interne des utilisateurs clés qui sont capables d'exprimer leurs besoins, et entre les deux, donc ce fameux
pilote, comme vous l'appelez, d'avoir une personne interne qui a un peu un pied de chaque côté, donc qui est capable, qui est dans l'entreprise, donc qui aussi a une capacité à comprendre les métiers, quoi, qui connaît les métiers de l'entreprise, et qui a un pied qui est aussi des compétences techniques, hein, donc qui va aussi être capable de comprendre rapidement les fonctionnalités qu'apporte le produit, et qui va faire le pont, le lien entre donc l'équipe d'intégration et l'éditeur, et les utilisateurs internes pour bien remonter les besoins métiers d'un côté, et puis de l'autre, bien redescendre ce que les fonctionnalités peuvent apporter. Et de trouver sur ce fil, ce chemin étroit, de comment je peux répondre à ton besoin tout en utilisant le produit en standard. Hein, j'avais un patron dans une vie passée qui disait ne pas faire ce que dit l'utilisateur, mais répondre à son besoin. Voilà, exactement. Voilà, c'était un slogan qu'il fallait voir positivement. C'était pas dire ne pas faire ce que dit l'utilisateur au sens premier, mais c'était vraiment de répondre à son besoin. Oui, parce qu'il ne sait pas forcément comment le faire. On peut le faire de manière plus simple, de manière différente. Exactement. Et puis les nouvelles technologies apportent des nouvelles solutions qu'un utilisateur au quotidien avec son ancien produit ne peut même pas imaginer. C'est ça. Hein, si on prend un petit exemple, tiens, qui va parler à tout le monde, dans la voiture, quand on avait les vitres à la main, là, que les jeunes ne connaissent même plus, là, on n'imaginait pas un jour qu'on aurait des vitres électriques. Ouais. Donc l'utilisateur n'aurait pas pu dire « je veux une voiture avec des vitres électriques ». Il ne savait pas qu'un jour ça arriverait. Et petit à petit, et maintenant avec tous les éléments de sécurité qui arrivent, on ne peut même pas imaginer, effectivement, si on ne vous les présente pas, les nouveaux. Donc c'est de créer les besoins, des besoins utiles, des besoins qui vont amener de la sécurité aujourd'hui. Quand on voit tout ce que dans la voiture on fait en termes de sécurité, les constructeurs amènent des éléments de sécurité que le conducteur lui-même, quand il va commander sa nouvelle voiture, ne pourrait même pas imaginer. Et mais quand qui on lui après, en parle, va trouver indispensable. Alors, il va trouver indispensable et qui va aussi amener de la sécurité. Donc, va amener aussi un plus, de la valeur ajoutée. Mais dans cette phase de conduite du changement, ce qui est important, ce que vous dites, il ne faut pas négliger la peur du changement des utilisateurs, en fait. Les utilisateurs, ils veulent se rassurer en retrouvant une fonctionnalité, ce qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien. Et tout le travail de la conduite du changement qui a été mené chez Stellian, c'est aussi d'amener cette pédagogie à l'utilisateur en disant ce qu'on va t'amener, ça va te permettre de mieux faire ton travail, de le faire dans plus de confort, etc. Donc il ne faut pas négliger cette peur du changement avec l'utilisateur. Et encore une fois, avec plus de valeur ajoutée, plus automatisée, donc des économies pour l'entreprise. Et aujourd'hui, on est dans une course à la rentabilité, à l'efficacité, et spécialement dans notre métier, on gère plus de 350 000 dossiers, comme je le disais, par an. Ouais, donc, chaque il y a une clic nécessité. De souris, chaque optimisation fait gagner de temps. Donc gagner 10 secondes sur un dossier, c'est utile, multiplié par le nombre de dossiers. Le conseiller, vous l'attendez sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, sur son métier, pas sur la technique. Et donc, effectivement, c'est alors, je dirais en synthèse, c'est de faire parler l'utilisateur sur son quoi, et surtout pas sur son comment il le fait aujourd'hui, sur son quoi, de façon à, côté intégrateur et celui qui joue l'interface, répondre avec le comment. Donc, nous, il faut bien comprendre le quoi et le pourquoi, voilà, de façon à pouvoir répondre sur un comment, et de pouvoir l'amener effectivement sur travailler autrement sur des tâches à valeur ajoutée. Parce que souvent la crainte aussi d'un utilisateur lambda, si je veux dire, c'est de perdre son métier, c'est qu'on lui enlève son métier. Or, il y a plein de choses à faire nouvelles. Donc, justement, c'est la très bonne transition parce que ma deuxième question, ça serait justement comment se manifeste ce pourquoi et ce comment. Comment on fait pour justement les traduire dans le logiciel? Quel est le système? Alors on a parlé tout à l'heure de la méthodologie Eloquent, on a parlé des copiles, des coproches, des ateliers. Alors comment se manifeste cet accompagnement? Et vous, qu'est-ce que vous avez vraiment apprécié? Vous m'avez parlé donc du travail d'Aruna, une de nos collègues qui j'espère nous écoute. Tout à fait. Ouais. Alors comment ça se manifeste cet accompagnement? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Quelles sont les choses qui sont vraiment clés?
Comme vous le disiez, donc, ce qu'on a apprécié, c'est d'avoir un interlocuteur dédié. Donc, pendant toute la durée du projet, ce point d'entrée unique chez Eloquent, avec une personne qui a été disponible, compétente aussi, et soucieuse de comprendre et de résoudre donc, nos problématiques tout au long du projet. Ça a vraiment été clé. Donc, alors, ça a un coût. Ça, c'est indéniable, mais c'est utile, je dirais, nécessaire, voire indispensable. Voilà. Donc, après, au-delà donc, de cette personne, ce qu'on a apprécié dans la mise en œuvre et l'accompagnement qu'a proposé Eloquent, c'est l'organisation structurée de la gouvernance avec donc les ateliers déjà. Ça, la phase des ateliers, parce que nous, on avait fait un cadrage en amont sur des besoins en absolu. Besoins macro, oui, tout à fait. Macro mais pas des besoins adaptés à la solution choisie. Là, il y a une deuxième phase de cadrage qui est importante, c'est le cadrage maintenant par rapport à la solution choisie. Donc, il faut aller plus loin pour... dans le détail, on veut recevoir des appels, il y a des agents et des équipes. Exactement. Maintenant, on va créer ces fameuses campagnes. Enfin, ceux qui nous écoutent savent peut-être ce que c'est des campagnes ou des qualifications des agents sur des métiers. Donc là, on va vraiment entrer dans les ateliers. Le but, c'est ça, c'est travailler pendant 1 heure, 2 heures sur des ateliers, sur des points précis. Sur des ateliers, donc très concrets cette fois-ci, où on va rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va l'implémenter. Donc ça a été une étape extrêmement importante du projet, sur laquelle il faut passer aussi le temps nécessaire, parce qu'on le gagne, encore une fois, on le gagne autrement, on va refaire, après. refaire et faire, défaire. Faire, défaire, refaire. Et ça s'est passé comment? Est-ce que c'était à distance? C'était en présentiel? Vous avez peut-être... Dans la période actuelle, heureusement, les technologies, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de ce qu'apporte la technologie, de l'innovation. Le Covid a amené de l'innovation. Les a forcés. A forcé. Teams a bien évolué en 2 ans. On est quand même passé de réunions présentielles où on n'imaginait pas pouvoir travailler comme si on était en présentiel, en distanciel. Ce qui maintenant est complètement le cas avec les partages d'écran, avec les tags qu'on peut mettre en live. On est comme sur un écran sur son paperboard ou sur son écran blanc. Enfin, il n'y a plus de différence. On peut vraiment maintenant travailler en équipe, en distanciel. C'est plus un sujet. Donc, atelier présentiel ou distanciel, je dirais ça, pour moi, ça n'a plus d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est de passer le temps nécessaire à définir, redéfinir, si besoin était, le besoin et comment ça va pouvoir être mis en place en standard, encore une fois, dans l'outil, pour bénéficier derrière des évolutions nativement. Parce que là, alors on n'en a pas encore parlé, mais dans le cadre de solutions SaaS comme celle d'Eloquent, un autre intérêt de rester complètement standard, c'est de bénéficier de toutes les évolutions au fil du temps, de s'éviter des montées de version coûteuses parce qu'on est spécifique. Et anxiogène. Voilà. Et ça, c'est aussi une économie qu'on ne voit pas au départ du projet, mais qui, à l'arrivée, ou quelques années après, quand on fait le bilan, est aussi importante. Donc vraiment, prendre le temps, là, par l'intégrateur, de présenter l'outil à l'utilisateur, pour que l'utilisateur puisse se projeter dans ses besoins, voire dire « Ah bah oui, ça, je le faisais comme ça. Ah oui, non, mais ça répondrait effectivement, voire même mieux que ce que je faisais avant. » Parce qu'encore une fois, l'utilisateur ne devine pas ce qui est nouveau qu'il n'a pas encore vu. Donc il faut l'amener à se projeter. Puis inversement, l'intégrateur, il ne maîtrise pas le métier de... Donc il faut qu'on lui réexplique, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Exactement. Et ces ateliers-là sont là pour justement aller dans le détail et plus rester dans les grandes idées. Alors, grosso modo,
vous avez une idée un petit peu, vous avez comme un projet 400 agents, c'était quand même pas un petit projet, du nombre d'ateliers qui ont été mis en place justement? Alors oui, alors sur certains sujets, enfin certaines filiales, voilà, puisqu'on on a géré ces ateliers par filiale, puisque notre centre de contact se met en place filiale par filiale, donc voilà, et donc sur des filiales très simples, avec des besoins simples, ça a pu être un atelier, et d'autres filiales, parce que soit elles étaient plus grandes, avec plus d'utilisateurs, soit parce qu'elles étaient plus complexes, on a pu aller jusqu'à 5 ateliers. Mais réellement, ce qu'on a apprécié aussi dans l'accompagnement avec Eloquent, c'est qu'on n'a jamais eu bon, bah, tu as consommé ton nombre d'ateliers, on passe à la suite. Ou alors, on va vous faire un devis et une nouvelle... Voilà, il y a eu une certaine souplesse, je pense qu'il y a eu un... Voilà, bon, après, on discute après quand même de quelques éléments budgétaires, mais ça n'a pas été le guideline. Il y a eu une évaluation forfaitaire qui avait été faite de l'accompagnement au départ, et on a travaillé dans ce cadre-là, et le nombre d'ateliers nécessaires a été mis en place. Donc ça a pu être de 1 à 5 ateliers. Je pense que tout le monde s'y retrouve, parce que vous aviez dû calculer une moyenne, et sur certains, on y gagne, sur d'autres, on y perd. Mais comme après, on y regagne dans l'implémentation, je pense qu'au final, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi. De notre côté aussi, c'est une vision long terme, en fait. Le but chez nous, c'est que les utilisateurs soient satisfaits, que vous soyez satisfaits de notre solution. Donc, on va passer le temps nécessaire en cadrage pour vous amener à être satisfait de notre solution, pour que vous restiez plus longtemps un client chez nous et qu'on y gagne aussi. Exactement, parce que comme je le dis toujours, le build, ça a une fin, ça a un début, ça a une fin. Le run, ça n'a pas de fin jusqu'à le renouvellement, à la prochaine solution, mais le run dure X années. Donc, nous, s'il n'y a pas de fin, on est content. Donc, s'il y a un build un peu douloureux ou qui nécessite de mettre un peu plus d'investissement, enfin, moi, je défends toujours cette parce qu'autrement, la solution ne sera pas adaptée, les gens vont être insatisfaits, ne vont pas gagner la productivité, et au final, les économies à court terme qui ne servent à rien au final. Je pousse mes équipes à se projeter, les chefs de projet, en disant attention, pense au run. Et c'est souvent une limite d'ailleurs des chefs de projet qui sont que dans le build et qui ne voient pas le run. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, un travail que j'ai fait chez Stellian, d'avoir une vision à long terme. Voilà, pensez au run. Quand vous êtes dans le build, pensez surtout au run. D'accord. Alors là, on a vu un élément important qui est les ateliers ou les coprofs. On a aussi un élément important. Alors, on a vu les ateliers. Alors, il y a les copros aussi, vous l'avez dit très rapide, je venais en 2 mots, mais au-delà des ateliers qui sont des ateliers de travail spot sur un sujet, c'est important d'avoir des copros réguliers, donc qui vont compléter ces ateliers. On va être en dehors de l'opérationnel, voilà, et ça va vous permettre de suivre l'avancement, de voir où on en est, et aussi de réfléchir aux autres aspects que le fonctionnel. On a la portabilité des numéros, on n'a pas du tout parlé aussi, un point extrêmement important dans l'accompagnement, qui est la partie des prérequis techniques, et l'accompagnement d'une équipe technique. Parce que trop souvent, dans un projet, on se focalise sur le fonctionnel. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout le pan technique à mettre en place. Internet, le réseau, etc. Voilà, donc le transfert des numéros. En fonction de la bande passante nécessaire, donc des perfs, dimensionner les bandes passantes, les problématiques de SSO, donc de Single Sign-On, donc de connexion pour... simplifié pour l'utilisateur, qui n'a pas à se reconnecter à chaque fois qu'il va dans un système différent, et d'installation aussi de la partie Hello-SIP, de ce qu'il y a installé bon. C'est quand même un projet qui a aussi une dimension technique qu'il ne faut pas négliger. Et c'est souvent oublié, ou souvent on dit oui, technique. Oui, notre réseau marche très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, quand on passe la téléphonie. Ou à l'inverse aussi, de se focaliser trop sur le technique et pas écouter les métiers. Un projet, c'est vraiment les deux. Il faut équilibrer. C'est pour ça qu'au tout début, je disais il faut un accompagnement tout au long du projet et à différents niveaux. Donc, sur le fonctionnel, et quand on fait le choix de l'outil, donc le fonctionnel est important, mais sur le technique aussi. Choisir un outil qui techniquement sera maintenable par les équipes techniques.
Voilà. Donc les copros. Copro et le copil. Et le copil. Alors, je crois que c'est un des éléments que vous avez le plus apprécié. Oui, alors. Alors, c'est vrai que vous êtes directrice de projet, donc si c'est un petit peu votre dada. Je suis même le directeur des systèmes d'information donc de Stellian, donc j'ai participé au COPIL, donc dans ma fonction de DSI, j'essaye de participer au COPIL des grands projets, je ne vais pas dire à tous les COPIL, parce qu'on a pas mal de projets en parallèle, mais je participe à un certain nombre de COPIL, parce que pour moi, ça me permet d'avoir la vue d'ensemble. Hein. Le COPIL mensuel permet de prendre de la hauteur déjà à l'équipe projet. Donc ça, c'est plus pour l'équipe projet. Ça permet d'échanger sur les aspects plus stratégiques, hein, de recevoir les feedbacks des managers. Alors, un point vraiment que j'ai énormément apprécié dans les COPIL, c'est d'écouter l'utilisateur. Hein. Il y avait toujours la voix du client. On démarrait le COPIL par monsieur le client, madame le client. Comment ça se passe ? Pour lequel on vient de faire une implémentation. Comment ça se passe ? Voilà, dites-nous. Donc d'avoir des feedbacks, hein, donc ça c'était important. Donc ça permet à partir de remonter aussi, de voir si on tient le planning, donc de remonter les alertes, hein, soit en termes de planning, soit en termes de fonctionnalité, hein, soit en termes de points techniques, etc., et de les traiter. Et donc de rapidement prendre les décisions, arbitrer, avant que les problèmes s'enveniment. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été aussi très bien traité chez Eloquent, très bien organisé. Les COPIL ont toujours été bien préparés, avec les supports envoyés à l'avance, on a le temps de les lire. Donc on pouvait nous aussi préparer de notre côté le COPIL, hein, avoir une période de préparation. Donc ça a été vraiment un point important. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais suivre les KPI aussi. Oui, justement. Alors, c'est vrai que dans les illustrations, vous avez marqué le jour J avec une photo là qu'on va voir à l'écran, où le jour J, il faut être présent sur site, être là pour dépanner les users, justement parce qu'à un moment, c'est un peu stressant pour eux, c'est une nouvelle solution. Donc, il y avait les équipes qui se sont déplacées. Et si on peut voir justement ces fameux KPI, ces SLA, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous recommandez ? Alors, en amont du projet, donc vraiment avant de donner le go pour lancer ce projet, j'ai exigé, donc dans la charte projet qu'on a mise en place, de définir les KPI qui seront les KPI métiers qui permettront de dire après c'est un succès ou pas. C'est un succès ou pas, voilà. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, on le fait rarement encore. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de projets qui ne prennent pas la peine de mener cette étape. C'est pas facile. Hein. On est allé courir après les métiers, c'est pas naturel, c'est pas voilà, mais de dire ok, on va investir, hein, parce que ce projet-là pour nous est un investissement important, hein, par rapport à la solution qu'on avait avant d'un call center historique un peu assez ancien. Donc c'était un investissement supplémentaire important dans l'entreprise, hein, en CAPEX dans la phase de build, mais aussi en OPEX dans la phase de run. Donc c'est, est-ce que j'ai un retour sur investissement, hein, donc, comment calculer ce retour sur investissement, c'est en définissant des KPI qui vont permettre de mesurer, aujourd'hui, voilà ce que j'ai, demain, voilà ce que j'aurai. Donc, on a défini différents KPI. Donc, effectivement, c'est intéressant. Nous, on ne les voit pas là, mais de voir, à l'écran, vous pouvez les observer. D'accord, de voir à l'écran. Donc, sur l'amélioration du taux de service, par exemple, d'une amélioration de la prise d'appel. Donc, on a mesuré avant et qu'on mesure après. Du gain de temps au travail, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Et alors, ça a donné quoi, ce gain de temps au travail ? Eh bien, ça peut paraître pas important puisqu'on est sur 10 secondes par appel, mais vu la volumétrie d'appels, ça finit par faire des dizaines de milliers d'euros. Donc là, j'ai mis XX parce que voilà. Oui, on peut pas en parler ici, mais c'est c'est en dizaines de milliers d'euros. Donc c'est significatif. Ça permet
voilà, de permettre à ce que ces personnes puissent faire d'autres tâches, encore une fois, à valeur ajoutée. Hein. C'est absolument pas pour réduire la masse salariale, mais c'est pour permettre de faire d'autres choses dont on a besoin et qui sont plus à valeur ajoutée, d'avoir un meilleur taux de disponibilité, de prendre plus de rendez-vous par mission, donc d'améliorer le nombre de rendez-vous pris, des gains sur aussi... Alors, un gain aussi, alors ça c'est les gains front office, si je puis dire, c'est les gains visibles pour le client final et des utilisateurs, et des gains back-office aussi, hein, donc des gains au terme d'administration. On avait une solution qui était lourde à administrer, donc côté système d'information, où quand on voulait changer quelque chose, il fallait appeler l'intégrateur, attendre 3 jours, enfin voilà. Ouais. Là, une administration simplifiée, aussi bien donc l'administration pour piloter les personnes du centre de contact. Oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir un tableau de bord. Voilà, que l'administration côté SI. Voilà, donc des gains à plusieurs niveaux. Et donc, on s'est donné la peine d'identifier ces KPI. Alors, il y a Chantal qui nous fait signe qu'on a le temps de prendre une question, peut-être 2, mais pas beaucoup plus, parce que c'est vrai qu'on a été très bavard et c'était très intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous aurez bien sûr le support un peu plus tard. Donc, Chantal, une question. Très rapidement, une question qui revient souvent, le temps moyen du déploiement d'un projet, et est-ce que ça dépend du nombre d'agents ou de positions? Alors peut-être Pierrick pour la vision globale et ensuite Christelle pour le cas particulier de Stellian. Ma réponse ne va pas faire plaisir. C'est un Normand, Non, mais le déploiement d'un projet peut aller de 2 mois à plusieurs années selon la complexité des organisations en place. Un projet comme Stellian dure encore en termes de déploiement parce que c'est une entreprise multifiliale, donc on déploie filiale par filiale. D'ailleurs, je tiens à remercier Olga dans mon équipe qui fait que le projet est une réussite actuellement. Donc ça peut être très très long. Mais après, pour un besoin simple, sur une entreprise, une organisation simplifiée, sur 1 mois, 2 mois, vous pouvez attaquer avec un centre de contact multicanal. Alors, je partage tout à fait. J'aurais dit aussi 2 mois, donc, en tant que client, sur effectivement des déploiements assez simples. Alors, je dirais pas à plusieurs années, je dirais quelques mois, parce qu'il faut parler de déploiement par site, évidemment. Si vous déployez un groupe avec 100 filiales, faut parler du déploiement pour une filiale. Sinon ça... Donc, je dirais de 2 mois à 5-6 mois, maximum, si on prend sur nous la partie expertise, qui est quand même le gros morceau, et là où on a plusieurs sous-métiers et des centaines de personnes, donc de 2 mois à quelques mois. Et je dirais même que, souvenez-vous, on avait anticipé, on avait eu un besoin urgent pendant la période Covid, et on avait fait un déploiement en 3 semaines. C'est ça. Mais il ne faut pas trop le dire pour éviter que tous nos clients nous demandent des délais trop courts. Bon, c'était sur quelque chose de très standard, etc. Mais on a su déployer en 3 semaines. C'est ça. Alors, Chantal nous dit qu'on va bientôt passer à la prochaine conférence. Merci Christelle, c'était très intéressant. Bien sûr, vous aurez le support avec les différents indicateurs que Christelle a affichés. Merci Pierrick. Et on va passer à la suite sur la mesure de la satisfaction. Et donc, à bientôt et à tout de suite pour le prochain atelier. Merci à vous. Merci Frédéric, merci Pierrick. Et à bientôt.